Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Masters of the Universe Battleground, le jeu d'escarmouche de Archon Studio, distribué en France par Légion Distribution. Et aujourd'hui, on va parler de la vague 1, donc c'est-à-dire les deux boîtes que j'ai reçues dernièrement. Donc on va en parler, on va faire un unboxing de chaque boîte, l'une après l'autre. Et ensuite, on fera une analyse un peu plus poussée de l'intérieur des boîtes avec les personnages, les équipements, ce que ça apporte aussi en termes de jeu, avec voilà, bien sûr avec mon avis personnel, donc ça ne regarde bien sûr que moi. Vous avez le droit bien sûr de ne pas être d'accord, hein, et c'est pour ça que vous n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo. Donc on va regarder ça un peu plus en détail, et puis je vous annonce que la prochaine vidéo Masters of the Universe, on parlera de la boîte de base. Alors je vous avais fait un unboxing et montré un petit peu ce qu'il y avait dedans. Eh bien on reviendra sur les cartes à l'intérieur de la boîte de base justement pour avoir un côté un peu plus spécifique et être un peu plus pointu sur les règles et sur le jeu directement. Allez, je vous propose qu'on attaque les boîtes de la vague 1 juste après le générique. Voilà, on va commencer avec la vague 1 et en commençant par les Masters of the Universe. Donc là, j'ai tout mis dans ce qu'il y avait dedans et on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors bien sûr, la première chose, c'est le feuillet de la vague 1 qui vous explique un petit peu ce qu'il y a dedans avec les nouveaux terrains, donc notamment les téléporteurs et les champs de force. Donc là, vous verrez comment ça fonctionne. Ça nous dit aussi qu'il y a bien sûr des nouvelles cartes, des nouveaux équipements, mais ça, on va les voir juste après. Bien entendu, on a les figurines, donc voilà, vous avez avec notamment, donc vous voyez les différents éléments de décor, donc champ de force et téléporteur surtout. Et ensuite, vous avez bien sûr les deux personnages que l'on va voir qui sont inclus dedans. Donc vous voyez, figurines voilà, qu'on peut monter assez rapidement. Hein, voilà. Pour ceux qui ont l'habitude de Games, c'est pareil, hein, c'est du même. Mais voilà, après, c'est au niveau du plastique, c'est un peu plus costaud, on va dire. En tout cas, il y a un peu plus, à mon sens, il y a peut-être un peu plus de matière. En tout cas, ça m'a l'air un peu plus solide que certaines figurines de Games au jour d'aujourd'hui. Alors, au niveau des figurines, j'ai dit qu'il y en avait deux dedans. La première, allez, on va parler de la sorceresse. Voilà, qui est donc un personnage qui arrive donc avec cette extension. On voit qu'elle a une bonne capacité de mouvement, hein, puisque si elle se concentre sur le mouvement, elle passe à 10. Elle a deux choses qui sont, à mon sens, pas mal, qui sont, même si ça nécessite un mana à chaque fois pour chacune de ses capacités. Elle a vision du futur, vous faites un test sous je sais plus quel est le nom, et je crois que c'est bref, vous faites ce test là. Pour chaque réussite, vous regardez une carte du dessus du paquet de destin, donc ce qui est plutôt bien, ça permet de préparer entre guillemets vos tours suivants, et puis vous les replacez du dessus en fonction de n'importe quel ordre, sachant qu'à la base, théoriquement, si vous avez utilisé toutes vos cartes, vous allez pouvoir repiocher jusqu'à 5 cartes. Hors effet complémentaire, etc. Donc ça veut dire que vous pouvez préparer votre tour et savoir ce que vous allez avoir justement pour préparer vos actions et attaquer correctement votre adversaire. Et la deuxième capacité, c'est guide télépathique. Cette capacité ne peut être utilisée que pendant une interruption. Donc là, ça nécessite de la mettre bien sûr en surveillance. Et choisissez un allié dans un rayon de 12, donc c'est quand même assez grand, hein, une bonne partie de la carte. Et tester à -1, et si vous faites 2 réussites, l'allié interrompt le même ennemi. Donc ça c'est fort parce que ça permet de lancer une interruption avec une autre figurine que vous auriez peut-être déjà activée, et donc du coup ça lui permet de faire une action suivante. Et vous voyez que pour un seul mana, c'est plutôt très bon. Deuxième personnage qui est avec, eh bien c'est Tela, la fille du maître d'armes que vous avez dans la boîte de base. Et donc elle aussi a deux capacités qui, elles, ne nécessitent pas de mana et qui sont aussi pas mal. Elle a également une bonne capacité de mouvement, 5-8. Et 8 étant bien sûr quand vous êtes concentré. Et elle permet acrobatique une fois pendant une de ces interruptions. Donc ça nécessite de la mettre bien sûr en surveillance. Tela peut effectuer une action de déplacement gratuite de 2 hexagones. Cette action peut être effectuée dans n'importe quelle direction et ne peut pas être interrompue. Donc ça, c'est plutôt bien. Et les alliés dans un rayon de 8 pouces peuvent relancer jusqu'à 2 dés lors de leur test de compétence. Donc ça, c'est plutôt très très fort.
Et c'est une bonne combo avec, avec la sorceresse qu'on a vue, puisque elle nécessite, vous faites un test de compétence sur sa vision du futur. Bien, si elle a Tela pas loin, elle pourra relancer 2 dés, donc ce qui est quand même très très fort. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Alors, on va passer sur l'analyse des cartes destin et bien sûr de la carte gloire après. On y vient là, on commence à en parler là, en sachant que la prochaine vidéo, on va parler des cartes qu'il y a dans le starter. Mais je m'étais dit maintenant que vous avez vu un peu comment marchait le jeu, eh bien il est temps de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comme on dit. Et pour ça, on va commencer à analyser un petit peu les cartes. Donc, sur cette vidéo-là, on analyse les cartes et la vague 1. Mais on aura très bientôt sur la chaîne, comme je dis, une analyse sur les cartes et les équipements de la boîte de base. En termes de coût, dernier mot avant de passer sur les cartes destin. Les personnages n'étaient pas très chers, je crois, de mémoire en capacité. Et puis, dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est que Tela arrive avec un équipement de base, si vous voulez, qui est l'épée de Tela. Et elle vient avec le bâton de pouvoir. On verra ça tout à l'heure pour les équipements. Alors, les cartes ensuite, comme je disais, hop, on y vient. Donc, la première carte, vous voyez en haut à gauche, c'est l'initiative. Donc, 7, c'est pas extraordinaire, mais on va dire que c'est une initiative moyenne. Mais par contre, ça permet de faire 2 actions et surtout, ça règle le mana possible sur le personnage à 3. Ça ne veut pas dire que ça en donne, ça veut dire simplement que son curseur de mana peut être à 3. Non, je vous dis une bêtise, non, elle récupère en fait 3 compteurs mana directement. Donc ça, c'est plutôt très fort. Ça donne 3 directs pour 7, c'est plutôt très bon. Ensuite, on a celui-là, donc vous voyez, vous pouvez mettre 1 ou 1 et 2 une action et 2 mana. Et pendant cette activation et interruption, ajoutez plus 1 au niveau des tests de compétences ou plus 1 de mana. C'est plutôt bien aussi. Vous voyez clairement, celle-là, vous allez plutôt l'utiliser pour le complément, pour les 2 capacités, donc pour jouer la carte normalement. Celle-là, elle peut être utilisée dans les 2 cas. Maintenant, elle est très bien comme elle est aussi. Ensuite, l'initiative est à 9, donc c'est une bonne initiative là aussi. Ensuite, 3, donc initiative faible, on va dire. Par contre, ça donne 2 actions, 2 points d'action et 2 mana, donc ça c'est plutôt bien. Et pendant cette activation ou interruption, si un test de compétence de ce personnage donne lieu à 3 réussites ou plus, gagnez un jeton, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est un jeton focus il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou gagnez plus 1 de mana. Donc ça, pour 3, ça fait quand même, c'est quand même très fort. Attention, l'initiative fait que votre personnage jouera probablement après la carte de votre adversaire. Et enfin, la carte gloire qui est fournie avec 9, donc c'est une bonne initiative. 2 actions, 2 points de mana, c'est fort. Et pendant une interruption, mettez un ennemi KO pour gagner 20 points ou 30 points, pardon, ou un point d'action. C'est très bien, mais attention, ça ne marche que dans une interruption, donc à vous de voir l'utiliser au bon moment. Donc à vous de l'utiliser correctement pour utiliser bien sûr l'effet de la carte. Si vous savez que vous avez très peu de chances de mettre KO un adversaire, bien, vous allez prendre au moins l'action supplémentaire. Donc ça fera 3 points d'action si vous faites ça. 2 plus 1, ça fait 3. Et 2 mana, donc avec 9, donc ça fait quand même une bonne option de jeu. Voilà, on a vu les cartes destin et gloire. Et on va regarder maintenant les équipements. Alors vous allez voir les équipements, on va y passer là, mais après sur la deuxième boîte, on va vite passer puisque clairement quasiment les mêmes équipements sont dans les deux sens. Donc voilà. Alors on y va, on commence avec la flèche magique. Donc pour une mana, avec un jet normal, ça peut tirer jusqu'à 12 en termes de distance. Pendant les interruptions, les attaques avec ce sort ne reçoivent pas de pénalité de niveau. Si une attaque d'interruption avec ce sort donne lieu à 2 réussites ou plus, un a lieu dans un rayon de 8, gagne le jeton, je crois de mémoire que je vous dis peut-être une bêtise, je vérifierai. Mais il me semble que c'est concentré. Et puis sinon, pour une réussite, vous faites 1 dégât. Et pour 4 réussites, vous faites 2 dégâts. Donc vous voyez, voilà, c'est une bonne capacité. Maintenant, il faut quand même faire les 4 réussites. Hein. Après, c'est une attaque à distance. Ensuite, on a l'attaque illusoire qui fait à 12. Par contre, c'est moins 2 dés. Avant d'attaquer, testez donc la compétence et vous gagnez
un dé en plus pour chaque réussite reçue, jusqu'à un maximum de 5. Ouais, effectivement, il ne faut pas abuser. Et voilà, et ensuite les dégâts, vous voyez, pour une réussite, 1 dégât, pour 3 réussites, 1 dégât et piocher une carte destin, et pour 5, 1 dégât et piocher 2 cartes destin, donc ça peut être pas mal pour cycler votre deck, ou en tout cas bénéficier de cartes supplémentaires, et donc du coup pouvoir agir plus, ou faire plus d'actions, ou plus de petits tricks avec vos activations de figurines et de personnages. Ensuite, l'épée de Tela, donc on voit qu'elle a le symbole de ses équipements de base, de Tela qu'on a vu tout à l'heure. Donc elle donne plus un dé, et si une attaque avec cette arme donne lieu à 2 réussites ou plus, Tela peut effectuer une action de déplacement gratuite de 2 hexagones. Cette action peut être effectuée dans n'importe quelle direction et ne peut pas être interrompue. Donc ça veut dire qu'elle peut donner un coup et se barrer du combat sans souci, sans avoir peur d'être interrompue. Donc en fait, quitter le combat par exemple, sans générer une faculté d'interruption de votre adversaire. Donc, pour une réussite, ça fait 1 dégât, et pour 4 réussites, ça fait 2 dégâts. Ensuite, on a le bâton de pouvoir, donc ça c'est le bâton de la sorceresse, de la sorcière. Pareil, vous voyez, on voit que c'est l'icône équipement de base. On rappelle que dans les règles, les équipements de base ne peuvent être équipés que par le personnage qui peut les avoir en équipement de base. Maintenant, le personnage en lui-même n'est pas obligé d'être équipé, puisque même l'équipement de base coûte en termes de points pour la constitution de votre équipe. Mais vous pouvez aussi effectivement ne pas le mettre et prendre un autre équipement pour votre personnage. Et c'est là toute la subtilité du jeu et toute la difficulté de construction d'équipe. Alors le bâton de pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Donc attaque en nombre de dés par elle. Lors de l'interruption, gagnez un de mana. Pendant les interruptions, les attaques à distance sont traitées comme des tests de compétences et des tests d'attaque. Donc ça c'est plutôt bien. Et c'est une bonne combo là encore avec Tela, hein, puisqu'on rappelle qu'elle fait permettre de relancer 2 dés quand il y a des tests de compétences. Voilà. Et là, sinon, pour une réussite, 1 dégât, et pour 3 réussites, 2 dégâts. On enchaîne avec la lance pour cibler les ennemis. Donc vous voyez, une attaque de corps à corps pour cibler les ennemis dans un rayon de 2 hexagones s'ils sont dans la ligne de vue, même s'ils ne se sont pas engagés avec ce personnage. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur une petite attaque ici, en disant que voilà, il vous manque un petit point, ou vous voulez attaquer sans forcément engager le combat, entre guillemets, en corps à corps, même si cette attaque est considérée comme du corps à corps, donc peut être défendue par votre adversaire. Donc vous voyez, une réussite, 1 dégât, 3 réussites, 2 dégâts, et 5 réussites, 3 dégâts. Et enfin, la dernière arme, c'est le blaster Bianotops. Une fois par manche, si ce personnage ne s'est pas déplacé pendant cette activation ou une interruption, et que la cible est à une distance de 8 ou plus, ajoutez plus 3D. Donc ça c'est plutôt très très fort. Voilà, vous le mettez en endroit, vous le mettez là, il dit bon bah maintenant j'attends, dès que tu vas arriver, boum, je vais te tirer dessus. Et là où c'est pas mal, c'est que pour 2 réussites, 1 dégât, pour 4 réussites, 2 dégâts, et pour 6 réussites, 3 dégâts. Donc voilà, ça c'était les équipements qu'on pouvait trouver. Et ensuite il y a les objets aussi que vous pouvez aussi attacher à vos figurines pour les renforcer. Alors on a, hop, on va le mettre en plus grand. Hop, vous avez le bâton de champ de force. Voilà, usage unique, dépenser une action et placer 3 champs de force dans un rayon de 8. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Hop, objet. Ensuite, on a le diadème. Si le test de compétence du personnage a pour résultat 2 réussites ou plus, gagner une mana. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, c'est clairement un objet qu'il faut mettre sur un utilisateur sur une figurine qui va beaucoup utiliser les manas, mais ça peut être pas mal. À vérifier en termes de coût, mais ça peut être intéressant de le mettre. Donc attention, parce que j'en ai parlé un petit peu lors du starter, lorsque j'ai fait l'unboxing du starter et que j'ai un peu dévoilé ce qu'il y avait dedans. Attention, former une équipe de 5 avec les points et tout, vous allez voir que c'est compliqué. Alors, est-ce que vous n'allez pas vouloir repasser à 4 figurines, bénéficier bien sûr d'une carte en plus de destin pour faire une action supplémentaire, pour pouvoir mettre un peu d'équipement sur vos personnages et les rendre plus forts? Je pense que à terme, c'est ce qui va se passer, mais on verra bien sûr. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses. Ensuite, on a de la coridite. Si l'attaque d'interruption du personnage donne lieu à 2 réussites ou plus, piochez une carte destin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avoir le coup, mais voilà, pour une attaque d'interruption. Maintenant, il faut que vous soyez souvent en interruption avec le personnage. C'est un peu la difficulté
des difficultés d'objet. Et enfin, le dernier objet, c'est le bouclier d'acier. Si le personnage est la cible d'une attaque de corps à corps frontale, gagner un jeton concentré. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Voilà, on a vu le contenu de la boîte des maîtres de l'univers. On va passer, bien sûr, à la faction des guerriers du mal. Allez, la boîte des maîtres du mal, ça y est, je l'ai sorti, j'ai tout sorti. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer de la bague des maîtres de l'univers, de la boîte rouge, c'est il y avait aussi le petit fascicule pour monter les figurines. Bon, ça, vous devez vous en douter, hein, ça va pas, c'est pas une grande surprise. Le petit livret, le même que ce que vous aviez dans la boîte rouge des maîtres de l'univers. Voilà, pas de secret, c'est la même chose. On a également de quoi monter les deux héros du mal, des maîtres des Evil Warriors, des maîtres du mal. Alors, je rappelle que vous allez avoir bientôt une prochaine vague avec la troisième faction, la faction de Hordak. Voilà, une faction qui va être très populeuse, qui va jouer sur le surnombre notamment, et la suractivation des bonhommes. Donc on verra ça plus en détail quand on aura plus d'infos là-dessus. Et j'en profite pour remercier le partenaire de la chaîne, Maxirev, puisque je peux vous faire cette vidéo grâce à lui. En tout cas, c'est par lui que je me suis procuré ces extensions. En tout cas, je me les suis achetées, hein, mais en tout cas, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a permis et qui m'a fourni ces boîtes. Donc, merci à lui et merci de supporter ce jeu. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je rappelle que grâce avec la chaîne, si vous faites une commande chez lui, vous pouvez dire que vous venez de la chaîne. Et si vous n'étiez pas encore en compte premium, vous bénéficiez de 10%. Voilà, alors on y va, on va commencer par les deux héros comme on a fait tout à l'heure pour comment dirais-je, pour les maîtres de l'univers. Donc on commence par Skarglo, donc un personnage, hop, attendez que je regarde un petit peu, voilà. Donc lui, il a une capacité cauchemar qui va nécessiter 1 point de mana. On fait un test à +1 contre les sorciers d'un allié dans un rayon de 16. C'est une très bonne distance. Et pour une réussite, Skarglo effectue une action de déplacement gratuite. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et en présence redoutable, si un personnage termine son activation ou son interruption à moins de 2 hexagones de Skarglo, vous pouvez faire un test contre le... Alors pas contre les sorciers, mais contre le... De mémoire, c'est contre l'intelligence, il me semble, de l'allié, du personnage. Et pour une réussite, celui-ci a un jeton... un effet sur lui, donc on verra l'effet. Et donc, on verra l'effet plus tard. Et lui, Skarglo, il a la faucheuse de malheur en équipement de base, donc on verra ça après. Et enfin, le deuxième personnage, c'est la Beastman, qu'on connaît pas mal dans les dessins animés, qui lui a deux choses. C'est lors de l'activation, si Beastman a au moins une blessure, il gagne un point de mana. De plus, si Beastman a au moins 3 blessures, il gagne un point d'action. Donc ça, c'est plutôt très fort. Donc c'est d'office, donc rage primitive. Et endurance surnaturelle, lorsqu'il reçoit au moins 2 blessures, Beastman peut dépenser 1 de mana pour réduire le nombre de blessures reçues de 1. Donc ça, c'est plutôt très fort, puisqu'on voit quand même qu'il a beaucoup de points de vie. Il a 6 points de vie, donc vous voyez, il a de quoi faire. Et il se déplace correctement. Et par contre, Skarglo, j'ai oublié de vous le dire, il ne se déplace pas super bien, 4-6. Néanmoins, avec sa capacité de présence de cauchemar, pardon, il peut effectuer un mouvement de plus, et bien ça compense facilement. Donc voilà les deux personnages, et Beastman, pardon, arrive avec le fouet de Beastman en équipement de base. On va voir après ce que ça donne. Ensuite, on va regarder d'abord les cartes. On va faire comme avec les autres. Donc, on voit que là, vous voyez, ça donne 3 points d'action. Et en plus, vous pouvez faire soit récupérer un point de vie, soit gagner un point de vie, un point d'attaque et une mana. Donc, voilà, là, c'est une grosse carte. Même si ça n'a que 5. Ouh, ça envoie de la pêche. Donc ça, c'est une carte, à mon avis, je dirais pas auto-incluse, mais quand même, pour gagner 3 points d'action, 4 points d'action avec le truc, que si vous l'utilisez en carte classique, ouille, 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 ça peut faire très très mal. Deuxième carte,
10 là avec un très bonne initiative. Si ce personnage a au moins 3 blessures, il effectue une action de déplacement gratuite ou plus 1. Donc là c'est plutôt très bien. Alors je rappelle que ce que vous avez ces cartes là, si vous les avez, elles sont utilisables aussi avec les héros de Maître de l'Univers et vice versa pour ce qu'il y avait dans les maîtres d'univers. Les cartes sont jouables dans n'importe quelle faction. Voilà, hors carte de base et équipement de base, mais elles sont jouables toutes factions confondues. Donc ça on avait vu, hop on l'avait vu. Ensuite on a celle-ci pour 8, donc plutôt une bonne initiative aussi. Jusqu'à la fin de la manche, si ce personnage a cette icône, tout CG gagne un dé en plus, ou un point de mana, donc ça c'est bien. Voilà, c'est assez classique, c'est plutôt sympathique, mais la condition là va être peut-être un peu gênante. Ensuite, la capacité gloire, qui donne 3 points d'action, 1 point de mana, et à la fin de cette activation et interruption, si au moins 3 personnages ont un icône glow, je crois de mémoire ça doit être, vous gagnez 10 points de victoire ou 1 point d'action. Bon, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, est-ce que vous allez faire? Clairement, pour moi, c'est à n'utiliser que si vous utilisez Clark Glow en personnage, les 2 dernières cartes. Hein. Sinon, à éviter. Après, c'est à mon sens, hein, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était les cartes Destin et Gloire. On va regarder maintenant les cartes équipement. Et on va commencer par le défaut fatal. Donc, c'est une attaque à distance qui coûte 0. 16 de distance, plus 1 dé, donc ça c'est plutôt fort. Ce sort ne peut être ciblé que les ennemis ayant un Scarglow, et après l'attaque, retirer un jeton comme ça de la cible. Donc ça c'est plutôt bien, et surtout c'est que les effets après, l'effet de l'attaque aussi est très bien, puisque pour une réussite, ce personnage gagne 1 de mana, pour 2 réussites c'est 1 dégât et 2 points de mana, et pour 3 c'est 1 point de dégâts et 3 points de mana, donc c'est plutôt bien. Là encore, ça nécessite de jouer avec ces icônes là, donc vraiment faire une compo qui va utiliser à fond cette capacité là. Ensuite on a le rayon de destruction pour 1, c'est un sort, ça n'a pas de distance, donc c'est vraiment corps à corps. Ce sort peut être utilisé lorsqu'il est engagé, ne peut cibler que les ennemis avec lesquels ce personnage est engagé, donc c'est pour ça que c'est que du corps à corps. Gagner un dé par dégâts sur ce personnage jusqu'à un maximum de 3. Donc là, c'est plutôt assez fort. En revanche, les dégâts, c'est moins top. Mais bon, comme c'est du corps à corps, ça peut être défendu. Quoique non, c'est de l'attaque à distance. C'est considéré comme de l'attaque à distance, mais au corps à corps. Donc une réussite, 1 dégât. Et 3 réussites, 2 dégâts. C'est peut-être pour ça que ça fait pas super mal. Après avoir, mais en même temps ça permet de faire des dégâts sans pouvoir faire grand chose de l'autre côté. Ensuite on a la faucheuse du malheur, l'arme de base de Scarglow. Donc lui il fait avant d'attaquer, si la cible a un icône, voilà, retirez-le et il gagne plus de dés. Et là ce qui est bien c'est que pour une réussite il fait 1 dégât, pour 3 réussites il fait 1 dégât et il met un icône Scarglow, et pour 5 2 dégâts et il met également l'icône. Donc ça reste une bonne petite arme. Ensuite, on a le fouet de Beastman. Donc là, on voit que c'est l'arme de base aussi. Moins 1 dé par rapport à la capacité de combat. Mais en revanche, une fois par activation, Beastman a effectué une attaque au corps à corps. Il peut dépenser 2 mana pour réaliser immédiatement une attaque de combat gratuite avec cette arme. Donc ça, c'est fort. Si en gros, vous attaquez une fois, et boum, pour 2 mana, vous pouvez réattaquer derrière, bien sûr avec la même arme. Et là, vous voyez, avec une réussite au corps à corps, bien sûr. Et pour une réussite, 1 dégât. Et pour 3 réussites, 2 dégâts. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a l'arme à tête de mort. Attaque au corps à corps. Si une attaque avec cette arme se solde par 2 réussites ou plus, transmettez l'icône de ce personnage à la cible. Donc ça, c'est bien. Et pour une réussite, 1 dégât, 3 dégâts, 2 réussites et 5 dégâts, 3 dégâts. Avec le plus 1 dé, ça fait que ça fait une arme assez costaud au corps à corps. Après, il faudra qu'on regarde un petit peu les armes de coup, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et enfin, le Mega Blaster. Il tire à 8 avec moins 2 dés avant d'attaquer, tester la force pour gagner un dé en plus par réussite jusqu'à un maximum de 5. Donc plus 5 dés. Ouh. Après, voilà, une réussite, c'est donc une attaque à distance. Une réussite 1 dé, 2 réussites 2 dés et 5 réussites 3 dégâts. Donc c'est plutôt très sympa. Donc voilà, on a vu les armes. Il nous reste à voir
les objets fournis avec cette boîte. Hop, le temps de les sortir. Alors, on a la ceinture. Donc, vous voyez que ce sont quand même des objets qui étaient différents de ce qu'il y avait dans la vague 1. Là encore, c'est la même chose. C'est à moins des objets dits de base des personnages. Vous pouvez l'utiliser indépendamment dans une faction ou dans l'autre. Donc, la ceinture, si ce personnage a au moins 2 blessures, il a +1 en force. Donc, ça, c'est clairement pour Beastman, hein. On va pas se mentir. Mais après, ça peut être très bien aussi sur d'autres personnages. Ensuite, on a les jambières. Toutes les attaques gagnent +1 dé, mais ne peuvent infliger plus de 1 dégât. Ouais, c'est moyen. En fait, si vous voulez être sûr de toucher votre cible, ça peut être intéressant sur des armes qui ont des effets. Comme ça, pour être sûr de lancer l'effet sur la cible. Voilà, mais sinon, j'en vois pas trop d'utilité. Ensuite, la cape du malheur. Si dans un rayon de 6 se trouve un allié ou un ennemi avec le jeton en question, hein. Alors je regarderai, je vous le mettrai en commentaire de la vidéo ou en inscription ce que c'est exactement. Là, j'avoue que j'ai un trou. Vous gagnez +1 dé à tous les tests de défense. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Avoir le coût de la cape, si ça se justifie ou pas. Et enfin, le téléporteur, usage unique. Placer 2 téléporteurs dans un rayon de 8. Donc ça, c'est bien. Voilà, c'est un bon petit truc. Là, c'est pour utiliser ce que vous avez dans cette extension-là. Et voilà, on a fait le tour. Bon, bah voilà, vous avez vu, on a fait le tour des 2 boîtes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu Master of the Universe Battleground. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure en introduction, enfin, et même là en expliquant les cartes, vous aurez très bientôt une vidéo qui va parler des cartes. Justement des cartes destin et gloire et des équipements qu'il y a dans la boîte de base, parce que je vous ai montré mais très rapidement lors de la dernière vidéo. Donc là on y viendra un peu plus en détail. Il y a également un rapport de bataille Battleground qui est en préparation, qui est en cours. Pour être franc avec vous, on a commencé la partie, je ne l'ai pas encore terminé, mais ça va arriver très prochainement. Et puis bien sûr après ce rapport de bataille, on va petit à petit inclure les nouvelles figurines. Et puis très bientôt, il y aura la vague 3. Alors, je ne suis pas sûr, pour être franc avec vous, de vous faire la vague 2. Pourquoi? Alors, il y a 2-3 équipements intéressants, mais la vague 3 est plus compétitive et plus, voilà, est plus un peu à part, dans le sens où c'est un autre plateau, et surtout, ça amène le dinosaure. Et là, le dinosaure, c'est des règles encore particulières de jeu. Voilà, donc l'intérêt de la vague 2, c'est le dinosaure et le plateau principalement. Voilà, mais ça n'apporte pas de nouveaux personnages pour les 2 factions, au contraire de la vague 3. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Surtout, mettez un commentaire, un petit pouce, c'est important pour que les gens qui rechercheraient justement ce type de contenu puissent se trouver. N'hésitez pas non plus à aller voir, faites un petit tour sur le site du partenaire Maxired. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part également. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos Masters of the Universe Battleground. Allez, à bientôt. Ciao.